Bien, il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'endort. Christian s'endort. Oula, et on est le 14 juillet. Bien, on va peut-être faire l'inverse aujourd'hui pour changer encore. On va inverser. On va faire d'abord un peu la discussion et après la méditation, puisque il y a des choses que j'aimerais bien entendre de votre part. Donc, en fait, c'est vous qui allez plutôt me dire ce que vous avez, ce qui s'est passé dans ces groupes de discussion. Donc, puisqu'il y a des choses, je pense, intéressantes à sortir du point de vue psychologique, quand même. Donc, Shantideva décrit l'auto-chérissement comme une tendance profondément enracinée, on est bien d'accord, qui nous rend malheureux, on est bien d'accord, oui, enfin, qui a l'air de nous rendre heureux, mais qui, au fond, en fait, nous rend malheureux, hein. On va dire ça comme ça. Qui nous fait croire qu'elle nous rend heureux, ou qu'il nous rend heureux, mais au fond, qui nous rend complètement malheureux. On est tous d'accord, hein. D'accord. Et comment est-ce que la psychologie moderne, cognitive, j'ai mis entre parenthèses parce que je ne sais pas ce que c'est, explique, explique-t-elle cette tendance? Cette tendance, c'est-à-dire profondément enracinée, qui nous rend malheureux. Pourquoi est-ce qu'on a cet autogérissement? Voilà. En fait, c'est ça. Ouais. Pourquoi on a cette tendance vraiment ancrée en nous à se survaloriser, en fait. Comment elle dit Valérie, qui n'a de cesse de, je sais plus, elle a une expression qu'elle sort chaque fois, là, qui n'a de cesse de s'accorder de l'importance excessive à soi-même. Hein? L'importance excessive que l'on s'accorde. Moi, je dis autochérissement, ça me va, hein. Bon, vous avez bien compris, chaque traducteur a son truc, hein. Les pensées égoïstes, on pourrait dire tout simplement, hein. Comment? C'est parce qu'on ne s'aime pas assez, et donc on a besoin de le renforcer, dit-elle. Elle n'était pas là pendant les groupes, hein, alors, mais finalement, c'est pas mal, elle s'en sort bien. Quelqu'un? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit dans les groupes par rapport à ça? Tu veux prendre un micro que les gens sur Zoom. Pareil, hein, sur Zoom, vous pourrez donc dire aussi ce que vous avez, l'idée principale qui en est ressortie, en fait, hein. Donc, besoin de validation, peur de la vulnérabilité, hein, de se sentir écrasé quoi, par les Dans la choses. psychologie moderne, nous, on a dit que c'était plutôt pour corriger notre ego, mais on garde notre ego et on garde notre auto-chérissement, parce qu'il n'est pas question de sortir de là, tandis que le bouddhisme, c'est de sortir de l'auto-chérissement. Donc, on n'est pas du tout dans la même chose. On n'est pas du tout dans la même. Pas dans On la joue pas même, dans. même fréquence, quoi, je dirais, dans le même Ouais. système. Tu veux dire, la psychologie va renforcer justement La psychologie est en train de renforcer de manière à ce que la personne ait soit un bien mieux-être. équilibré. On reviendra dans la réduction de la souffrance, Mhm. pour garder les termes bouddhistes, Mhm. mais il n'est pas question de sortir de là, c'est juste que la personne aille mieux en fonction de son problème, avec des procédures et des protocoles. Tandis que là, le bouddhisme, c'est de sortir de l'ego, de sortir de l'autochérissement. On ne fait pas du tout la même chose, en fait. Ok. Oui. Pour compléter, en fait, enfin, pas pour compléter, excuse-moi, c'est pour... nous, actuellement, on soigne le symptôme dans la psychologie et on ne va pas à la racine. Mhm. Alors que dans le bouddhisme, C'est ça que vous on avez va... dit. On va à la Enfin, racine. moi, j'avais dit ça en La physique. racine, il faut l'extirper, c'est ça, dans le Oui, bouddhisme. Alors que la psychologie n'extirpe pas la racine, mais soigne la plante, on pourrait dire. oui, Pour garder une harmonie. Pour garder une harmonie en fonction de ses problèmes, qu'elle puisse survivre, en quelque sorte. Ouais. heureuse, mais Pas heureuse, survivre. mais quand même fonctionner Voilà, fonctionner, dans la exactement. société. Ouais. Benoît, je vais l'interpeller. Il dit jamais rien là-bas. Il sait plein de choses, mais il va rien dire. Alors, je vais aller le chercher. Bah écoute, oui, il est branché.
Oui, après, quand tu dis ça, c'est une partie de la psychologie. C'est une partie, je suis bien Ouais, d'accord. C'est un peu pas même tout. galvaudé, hein. Je pense qu'il y a plus subtil que ça. Et c'est Oui, pour ça que j'avais dit moderne, cognitive et tout ça, pour c'est ça, les parce que nouvelles tendances ce que peut-être. tu dis, ça existe. Si c'est on dirait une espèce de psychiatrie médicalisée, oui, effectivement, il s'intéresse qu'aux symptômes parce qu'il y a un médicament qui correspond aux symptômes. Après, dans la psychologie globale, oui, il y a ce que tu dis, c'est juste aussi. Mais après, il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Il y de a la plein. psychologie transpersonnelle. Mhm. Transpersonnelle, ça se rapproche un peu plus de tout ce qui est spirituel et bouddhiste. Moi, j'y suis arrivé par là, d'ailleurs, en Mhm. bouddhisme, par la psychologie plus transpersonnelle. Mhm. Parce que ils incluent, même dans la psycho-cognitiviste, maintenant, ils incluent la méditation, hein, la médite pleine conscience, tout ça. Donc, il y a aussi de la médite. Alors, des fois, ça peut faire un peu bourrin, mais il y a aussi des choses plus fines et plus subtiles. Et puis, on peut faire respirer aussi. En respirant, on peut atteindre on peut... Donc, OK, ce que vous dites, c'est juste, parce que... Mais des fois aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un ego reconstruit, de le reconstruire comme une maison qui serait... dont les fenêtres, il n'y aurait pas de fenêtres, il n'y aurait pas de porte, donc il y aurait besoin de restructurer la maison qui est le moi, et puis après, pour le dissoudre. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Structurer pour dissoudre. Donc, quand on dit oui, il y a besoin de rendre le moi fonctionnel, oui, mais pour certaines personnes, rendre le moi fonctionnel, ça sert. On Oui. a tous des fois un peu besoin, quoi. Ah oui, 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 Voilà, un complètement. peu beaucoup moyen. Et Mhm. puis après, par contre, ce qui est aussi commun entre la psy et puis moi, ce que je vois comme pont, hein, c'est vraiment la méditation. Parce que ça permet d'élargir le moi, justement, d'être plus étriqué dans son moi, donner de l'espace. Mhm. OK. Voilà, donner de l'espace. Et quand on donne de l'espace, bah, on est moins dans son ego, on a moins peur aussi. Peut-être le fil commun, c'est on est moins angoissé, on a moins peur. Donc, si on a moins peur, on va plus dans l'autre qui est à l'intérieur de soi. Parce que des fois aussi, les autres qui sont à l'extérieur, ça revient à peu près de la même façon. Comment on se relie à l'intérieur des autres et de l'autre qui est à l'intérieur de soi. Par exemple, les perturbations mentales ou toutes les souffrances, par notre cerveau, ça peut être vu comme un autre. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller aussi. C'est pour ça que les autres, on a du mal à y aller sur l'extérieur, parce que des fois, on ne veut pas aller vers l'autre à l'intérieur de soi. Mhm. Ah, ça, Voilà. Je compris. trouve que d'aller à l'intérieur de soi, parce qu'il y a de l'autre, avec un S ou sans S, parce qu'on est fait par les autres, on est fait par nos parents, nos grands-parents, tous les autres qui nous ont amenés sur Terre et puis qui nous Mhm. ont nourris, voilà, à Mhm. l'école, les profs, Mhm. tout ce qu'on Mhm. veut, quoi. Mhm. Les autres, Mhm. ben, tous ces autres-là, ils sont à l'intérieur de nous Mhm. aussi, quelque Mhm. part, d'une Mhm. certaine Mhm. façon. Qui font partie des autres, Voilà. oui. Donc, aller à l'intérieur de nous, s'intérioriser, parce que je pense qu'aussi, des fois, peut-être aussi dans la psy, il y a plein de travers, mais c'est dès qu'il y a un problème, on veut toujours l'externaliser, on veut toujours trouver la solution à l'extérieur. Bien sûr que ça a des conséquences sur l'extérieur, mais c'est d'abord aller à l'intérieur de soi. Le sujet, c'est vraiment à l'intérieur. Mhm. Mhm. Descendre à l'intérieur. Shantideva, il dit l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Mhm. Comme les guerres aussi, je me Donc souviens. ça, c'est quand même proche du bouddhisme, En ces tout cas, nouvelles moi, formes. pour moi, oui, si je suis Mais, ici, c'est grâce au travail en psy que j'ai fait. ok. Je ne serais pas arrivé là sinon. Hmm. Voilà. Mais par contre, donc par cette déconstruction que fait le bouddhisme, en fait, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Bah, tout dépend à qui on s'adresse. Voilà. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut. C'est pour ça que des fois, moi, j'entends des choses au bout de 20 ans de bouddhisme. Bon, bah, on n'avons pas avancé ou des choses comme ça assez, bah, parce que je pense faut vraiment aller à l'intérieur Il y de a un soi. gros nœud Enlever qui est les, pas. voilà, Voilà. enlever les Mais alors, pelures. dissoudre cet autochérissement, ça vous paraît quelque chose de... Bon, c'est difficile, hein, on est bien d'accord. Hein. Bah oui, c'est Et, difficile, oui. donc, le bouddhisme ne fait pas de différence entre les individus, hein, on est bien d'accord. Mm. Alors que la psychologie va, comme tu dis, analyser, faire un travail différent suivant les individus pour les amener d'abord, dans un premier temps, à construire, puis à déconstruire. Mm. On dirait que le bouddhisme va directement dans la déconstruction dans ce Oui, cas-là, hein. oui. Parce que, sans doute en estimant que nous avons assez construit de trucs, c'est pas la peine de continuer. Mais, Autant maintenant, c'est le moment de s'attaquer à cet édifice mais, qu'on en a échafaudé de l'éliminer. mais ça, Donc, je trouve que c'est plutôt globalement juste. Après, eux, ils ont construit ça aussi avec leur culture. oui, Et leur culture, dans leur culture, il me semble qu'ils n'ont pas trop de problèmes d'estime d'eux, alors c'est que nous, ça. on a des gros On a- problèmes de ouais. confiance et d'estime de soi.
même si des fois ils sont planqués parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont Ouais, cachées. ouais, ouais. Voilà, ils n'ont pas ces problèmes-là, Mm, comme on mm. disait Il y hier. en a d'autres, peut-être. Eux, qui les Tibétains ou Il la n'y a pas des culture? Bouddhas, les Tibétains. Ils sont pas Oui, tous, c'est pas des êtres tous réalisés, hein. ben, c'est clair. Mais Donc, le bouddhisme s'adresse aussi à eux. Ils sont pas, ils ont sûrement des névroses aussi, non? Peut-être pas, je sais pas. euh, Je pense qu'ils mais sont je comme pense nous qu'ils à en la ont base. moins, Ils quoi. ont l'ignorance et tout ça, mais peut-être leur culture est moins peut-être sophistiquée. Je sais pas si c'est Oui, le bon terme, mais en tout cas, les amène moins à développer des névroses au niveau familial, au niveau mais je pense que leur structure familiale professionnel. est plus simple. Il y a quelque chose au niveau du groupe familial ou du groupe sociétal qui est plus fluide chez eux, alors que nous, c'est plutôt la performance, l'image, qui rejoint les 8 Oui, préoccupations mondaines. Nous, on est à fond dedans, quoi. oui. L'image, la performance, et surtout, on culpabilise beaucoup. Dans tout ce que j'ai lu et entendu et puis Mm. compris, Ouais, ouais, la ouais, culpabilité occidentale, attention, quoi. ouais. C'est, Et je pense qu'aussi dans la culture tibétaine, asiatique en général, sûrement d'ailleurs, la mère joue un rôle extrêmement important, euh, qui n'est jamais remis en question, comme dans la psychologie occidentale, je sais pas. Enfin, il y a plein de problèmes par rapport à la mère, hein, dans nos sociétés, tout ça, dans notre psychologie Oui, aussi. Tandis que la culture tibétaine, ça, il y a très peu de problèmes à ce niveau-là. La mère est complètement mise sur un piédestal et c'est acquis pour tous, quoi, hein. La mère est la métaphore de la nature. Ouais, c'est joli. Ouais. Donc voilà, moi, ce qui m'inquiète, la question que je me posais, c'était donc que dit le fait que le bouddhisme nous demande, Shantideva, hein, le bouddhisme nous demande de déconstruire cette tendance à l'autochérissement. Est-ce que l'autochérissement n'a pas une fonction aussi, une fonction adaptative à la société, et que si on déconstruit ça complètement, est-ce qu'on est capable de fonctionner dans une société enfin, occidentale, normale, qu'on va bon, dire, pardon. ou pas? Oui, Parce que vivre, c'est une chose que de vivre dans la société, c'est une chose de vivre dans un monastère, hein. oui, voilà. Même si on pourrait dire que dans un monastère, la structure sociétale, elle est très, très hiérarchisée, très construite. Quand même une société aussi, hein, là-dedans. Oui, Alors après, avec ses problèmes, hein, aussi. oui, je pense, oui, pardon. Je pense que notre éducation, et puis je pense aussi, on le retrouve ça un peu partout, que, on essaie que l'enfant acquiert une structure, quelque chose de solide. Et je pense que tous les grands méditants, à la base, sont des gens très, très stables, justement, avec un ego solide au départ, qui leur permet justement d'aller justement dans des méditations, dans des retraites, etc. Et je crois que les grands lamas, les grands maîtres, je me souviens, Lama Gendun, faisait bien une sélection entre les personnes qu'il évaluait capables de tenir la retraite de 3 ans ou pas. Tout ça, ce sont des perceptions que doit avoir ce maître, parce qu'il y a quand même un risque, et c'est vrai, enfin, effectivement, de rentrer dans des pratiques et des méditations qui sont quand même assez très, très, enfin, et puis ça, tu le sais, je pense, qui peuvent déstructurer aussi des esprits qui ne sont pas forcément, euh, Ouais. qui n'ont pas une, Mm, tu vois, mm, il me semblait, mm. Là, on parle spécifiquement de l'autochérissement, hein. oui, C'est ça le sujet principal bon, du Pays-Bas, là, en ce moment, hein, c'est l'autochérissement, et donc de voir vraiment, d'essayer, donc Shantideva nous le présente d'une certaine manière, le Geshe-la aussi renforce cette manière, mais nous, en tant qu'occidental, comment est-ce on se situe par rapport est-ce qu'on a vraiment envie de le détruire, cet autochérissement? On nous propose de nous le détruire, mais est-ce qu'on se sent capable? Est-ce qu'on a le courage? Et Geshe-la insiste bien sur le fait qu'il faut y aller quand même petit à petit, hein, qu'il ne faut pas faire du zèle non plus, parce que là, on va se ramasser, hein, ça c'est sûr, hein. Et ça peut être difficile, ça peut être après très compliqué de se retrouver. Non, voilà. Donc, quand même, je pense que dans cette démarche de déconstruction, il y a quelque chose de très, très progressif, hein, de toute façon, hein. Peut-être beaucoup plus progressif, peut-être que dans la psychologie. Je sais pas. Dans la psychanalyse, bon, c'est très long, je sais, mais il y a des psychologies maintenant où c'est beaucoup plus rapide, je suppose, hein. Benoît, tu me diras si je me trompe, mais j'ai entendu parler de tout un tas de méthodes maintenant en psychologie qui sont très rapides, qui font un travail très efficace et très rapide. Bon, dans le bouddhisme, pour éliminer l'autochérissement, je ne sais pas combien de vies il faut, hein.
Donc, c'est pas la rapidité qui compte, mais c'est le travail, en fait. Et c'est le travail que l'on est prêt à faire, que l'on s'engage à faire. Hein. Je pense que Geshe-la met beaucoup l'accent là-dessus, justement, sur cette détermination à vouloir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais c'est au moins avoir déjà la détermination de commencer le travail, en quelque sorte, et de bien voir les travers, hein, déjà. Je pense que c'est la seule chose qu'à notre niveau, qui est déjà bien de faire, de voir les travers du chérissement de soi, de voir que c'est pas quelque chose qui nous rend service, mais que c'est vraiment c'est pas un ami, mais vraiment un ennemi, et que là où il nous mène, c'est la catastrophe, quoi, en fait. Hein. Soit on le voit, soit on le voit pas. On peut passer du son temps à ne pas le voir, hein, à mettre des œillères, voilà, à faire en sorte que voilà, tout va bien. Je pratique le bouddhisme, je suis bouddhiste, glingling, voilà, mais en fait, il se passe rien, quoi, hein. Donc c'est vraiment à prendre. Je pense que et Geshe-la l'a dit plusieurs fois depuis 3 jours. Les choses commencent à bouger, à se transformer à partir du moment où on attaque ce chérissement de soi, hein, où on voit les problèmes du samsara qui sont créés par ce chérissement de soi, où on voit les conséquences. Hein. Il insiste beaucoup sur cet aspect justement de voir les conséquences néfastes, de voir il parle de répercussions, il parle voilà, de tout ce que ça a comme répercussions dans notre vie, et de devenir de plus en plus conscient de ça. Je pense que c'est ça le travail qui nous est demandé. C'est pas il n'y a pas un travail peut-être psychologique. Je sais pas, peut-être, je sais pas, je n'ai pas fait d'analyse suffisamment, pas du tout même, donc je ne peux pas comparer, mais peut-être vous, vous avez plus d'idées là-dessus. C'est pour ça que je vais poser ces questions. Et donc voilà, moi je pense que c'est à notre niveau, c'est d'aller vraiment très très tranquillement, mais d'avoir cette détermination de vouloir quand même éliminer, déconstruire ce jeu parce qu'il est cause de souffrance. Déconstruire ce jeu, ça ne veut pas dire l'éliminer complètement, on ne peut pas, hein, de toute façon. C'est bien dit, il l'a dit clairement, c'est pas possible. Et si on fait croire ou si on se comporte comme si on l'avait éliminé, en fait, on s'auto-illusionne, en fait. Et là, ça nous revient dessus. Ça nous revient dessus parce qu'on va faire des burn-out, on va se décourager, on va voir qu'on n'est pas capable, voilà. Et au lieu d'amener du positif, eh ben, ça va amener du négatif. Et voilà, on va pas avancer. Donc c'est ça qui est, voilà, il insiste en fait beaucoup là-dessus. Je pense que vraiment il a raison. C'est très mesuré, hein, très pondéré. Donc il faut prendre cette mesure de tout ça. Donc moi je résume un petit peu tout ce qu'il a dit pendant 3 jours. Pardon? Une main levée. Ah, sur qui? Alors, hein? Natacha, vas-y. Hmm, Pardon, j'avais pas le micro ouvert. ouvert. Oui, Natacha, on t'écoute. Pour la question là sur voilà par rapport à l'auto-chérissement, s'il n'a pas une fonction adap- adaptative, on Ouais. a regardé la définition. De Donc quoi? c'était la nécessité donc de s'adapter à des exigences ou à des besoins, voilà. Du coup, on s'est posé la question, est-ce que l'auto-chérissement dans nos sociétés répond-il à des besoins ou à des exigences? Et on avait finalement Ouais. convenu ensemble que non, quand on parle bien de l'auto-chérissement, hein, Oui. l'auto-chérissement, c'est-à-dire l'importance excessive qu'on s'accorde, mais non, on n'en a pas besoin. Après, il y a des tendances comme ça, mais dans notre société, voilà, on avait conclu qu'on n'a pas besoin de cet auto-chérissement. Par contre, bien sûr qu'on a besoin de l'estime de soi, de connaître sa propre valeur, hein, de ne pas tomber dans le dénigrement. Mais on était parti du principe que l'auto-chérissement dans nos sociétés ou avant, voilà, on n'en a pas besoin en fait. Voilà. D'accord. Et comment vous l'avez défini, l'autochérissement? L'importance excessive qu'on s'accorde. C'est ça. Voilà. Donc c'est le mot excessif en fait. Il faut s'accorder de l'importance, hein, en Oui, bien quelque sûr. sorte, hein, Mm. mais pas de manière excessive. Et on Mm. a tendance à faire ça, hein, je crois. C'est un petit peu ça en fait le Il ne faut pas tomber dans notre le problème. dénigrement. Ouais. Mm. Dans le dénigrement, Oui. c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, mais comme je n'ai aucune valeur. Ah oui, oui, d'accord. Dans Oui. le dénigrement de soi-même, quoi. Je ne vaux rien, ce n'est que les autres qui sont valables, moi je ne vaux rien, quoi. Hmm. Parce que si on se dénigre Bon, de cette alors, manière, on ne peut pas les aider. Ouais. Mm.
Ok. Donc, quand Shantideva nous dit qu'il faut devenir l'esclave des autres, le serviteur des autres, et voilà, mettre les autres supérieurs à nous et toujours se voir comme un inférieur, voilà. C'est pas dangereux, ça? Ça vient pas renforcer le dénigrement? Mais ça dépend de la motivation. Et Motivation. Mhm. oui, Mhm. si on se dit que c'est pour leur faire du bien, mais si effectivement on devient leur esclave et que ça leur permet de développer encore plus leur, par Pouvoir. exemple, leur ego, leur orgueil, Ouais. ça va pas les aider. Mhm. Par contre, si on se met au service d'une personne qui est malade ou aux personnes, là, dans ce cas-là, on l'aide. Mhm. Ben, je pense, hein, ça c'est Mhm. personnel, hein. Mhm. 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 Après, ça va dépendre de votre niveau. La motivation, c'est certainement très, très bien. Mais comme le disait Geisha, il faut voir nos capacités aussi, hein. C'est là où c'est vraiment important. Vouloir se mettre au service des autres, ou des malades et tout ça, c'est très louable, ok, formidable. Mais si on n'en a pas les capacités, il faut quand même le faire ou pas? Non? Parce qu'on peut avoir justement des découragements et des choses comme ça. Après, les motivations peut être très très bonnes. Alors, le problème est là, est-ce qu'il faut pousser les limites? Il faut aller au-delà des limites ou justement rester dans certaines limites de ce que l'on connaît finalement de soi-même, en sachant, en supposant qu'on se connaît bien soi-même, hein. Déjà, ce qui n'est pas évident pour tout le monde quand même, hein, voilà. Donc je pense que ça demande ça aussi, ça demande une espèce de prise de conscience de qui on est, de notre motivation, de nos capacités. C'est tout ça qu'il faut évaluer, en fait, hein, dans ça. Et de ne pas tomber dans le dénigrement, c'est-à-dire de pas, c'est pas parce qu'on se met au service des autres qu'il faut être une serpillière, quoi, hein. Voilà, je pense, hein. Parce que là, ben, au bout d'un moment, on va pas l'accepter. L'autre on a encore ce jeu, hein. Vous savez qu'il y a, il y a l'auto-chérissement et il y a la saisie du soi, hein. Les deux fonctionnent ensemble. La base fondamentale, le fondement, c'est la saisie du soi. Et par-dessus, il y a l'auto-chérissement, hein, Mhm. qui vient renforcer encore la chair. Voilà. Et donc, quel est le plus difficile à éliminer? Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Mais est-ce que si on élimine l'ignorance, est-ce que si on élimine la saisie du soi, est-ce que du même coup, on élimine l'auto-chérissement? Qui dit oui, qui dit non? Qui dit que si on élimine la saisie du soi, on élimine l'autochérissement? 3, 4, 5. Si on élimine l'ignorance, c'est-à-dire la saisie du soi individuel, est-ce qu'on élimine l'autochérissement? Oui, 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 oui. Qui dit non? Ah, il dit non. Oui. Pourquoi tu dis non? Parce que c'est absolument pas sûr. Moi, j'ai pas de certitude d'être Non, non, mais d'accord. d'être médecin. Euh, J'ai pas de raison particulière, mais j'imagine pas qu'en élimine un, ça élimine le reste, quoi. Et puis, en plus, ils sont tous euh, différents, il n'y a pas de raison que. Si tu estimes que le fondement, c'est la saisie du soi, et que si tu fais tomber ça, si tu l'élimines, le reste, l'autochérissement tombe aussi ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas. Christian, Oui. Moi, je saurais. pour moi, Ah, Juan, merci. Oui. ok. C'est Juan qui. Oui, vas-y, Donc, vas-y. je crois que non. L'appréhension de soi, la cessée dans soi est une ignorance conceptuelle. En revanche, l'autochérissement est une attitude affective enracinée dans l'attachement. Donc, ce sont relationnés, mais ils sont différents. Et Mhm. c'est pour ça que quand nous sommes libérés et nous sommes éliminés la cesse dans soi, mais pendant les 8 premières boumises, nous avons de l'autochérissement. Et seulement quand nous sommes à le 8e et au 9e, nous pouvons sortir de cet autochérissement. Donc, ils sont relationnés, mais Ils sont en pas la même relation, chose. ouais. Ils sont reliés, ouais. Oui, Ouais. Ils sont liés, mais c'est pas la même chose.
Et donc, si on Mhm. élimine, on peut éliminer la saisie du je sans avoir éliminé la saisie du soi. Donc, c'est Les- plus facile Sans avoir d'éliminer éliminé la l'autochérissement. cesse d'un soi. Les arates, par exemple, qui ont éliminé qui ont éliminé le soi, hein, qui ont éliminé la vue du soi, qui n'ont pas pour autant, qui sont pas bouddhas encore, hein, ils n'ont pas, et parce qu'il y a encore de l'autochérissement. Et l'autochérissement, comme le dit très bien Juan, on l'élimine sur les 8 premières terres, petit à petit, petit à petit, petit à petit, hein. Un bodhisattva, voilà. Si on est sur la voie des bodhisattvas, si vous n'êtes pas sur la voie des bodhisattvas, vous gardez quand même cet autochérissement. Hein. Comment? Oui, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord. Mais allez-y, oui, oui, si vous n'êtes pas d'accord, moi, vas-y, allez-y. Angshan, tu voulais dire quelque chose? Il y a des traces, hein? Ouais. Oui, alors de quelle manière l'autogérissement continue, puisque quand on atteint la libération, il me semblait qu'on avait dépassé l'ignorance, qu'on ne créait plus de perturbations. De Donc, nouvelles perturbations. donc Ouais. le karma, De nouveaux karmas. de nouveaux karmas. Ouais. Donc, On a encore qu'est-ce des perturbations mentales, mais on ne crée pas de nouveaux karmas. Les perturbations mentales ne sont pas toutes enlevées. Les perturbations mentales grossières sont éliminées à partir de la voie de vision, voilà. Mais après, sur la huitième, jusqu'à la huitième terre, on élimine les perturbations mentales subtiles. sans Et dans créer ces de nouveaux perturbations karmas? mentales subtiles, il y a de l'autochérissement. S'il y a encore des traces d'attachement et tout ça. Mm. C'est à la fin de la septième terre, ouais, que l'on a éliminé toutes les perturbations mentales. Mais il reste encore les voiles, ce qu'on appelle le voile cognitif, hein, qui n'est pas complètement éliminé, hein, qui sont encore comme des tendances aussi, ouais, conceptuelles, ouais, cognitives. Voilà. Mais au niveau émotionnel, après, oui, sur la voie des bodhisattvas, vous éliminez toutes ces tendances d'autochérissement, hein, qui sont liées qui sont ancrées dans des habitudes prises au cours des vies innombrables, euh, sous l'effet de l'ignorance. Donc, c'est pas parce que vous avez éliminé que vous avez une perception directe de la vacuité, autrement dit, Mhm. que vous avez éliminé totalement l'ignorance qui fait qu'il y a encore de l'autochérissement. Sinon, les arates auraient éliminé l'autochérissement. Mais ça veut dire qu'on les voit, on repère systématiquement nos comportements et de ce fait, on ne crée pas de nouveaux karmas Voilà, avec ces voilà. Mais perturbations voilà, empreintes voilà, qui sont voilà. toujours là. Mais il peut y avoir des imprégnations qui s'élèvent comme ça. À un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu as une réaction d'autochérissement parce que tu es sur une voie, enfin voilà, t'es pas, t'es sur la voie encore. Il y a que, tu es encore dans l'apprentissage. Il n'y a à la fin qu'à la 10e terre que tu es au-delà de l'apprentissage. Voilà. Et donc, t'as pas que tu es arrivé, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une sacrée paire de manches quand même, cette histoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit, Geshe-la nous dit vraiment d'y aller progressivement, puisque ça va être, il y a que quand on sera vraiment Bouddha qu'on a éliminé l'autochérissement. Et par définition, quand on n'a plus d'autochérissement, ben, tout ce qu'on fait, c'est spontanément, c'est pour les autres, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a ni l'ego auquel s'accroche l'ignorance, ni les traces d'autochérissement qui sont basées sur toutes sortes de tendances. Oui, alors il y a une main. Oui, ouais, Oui, il veut Christian, parler. Oui, Sven. Sven, j'ai Ouais, deux Sven. questions. La première, c'était par rapport à la question que tu nous avais posée, qui était comment on sait que on est dans nos capacités. Ouais, Moi, je voulais te demander, la réponse que je me fabrique actuellement, c'est qu'en fait, dans notre forme de formation, pour moi, la seule réponse que je trouve à ça, c'est le maître, en fait. C'est le fait d'avoir pu choisir un maître qualifié auquel on peut demander conseil, justement, et les suivre, justement. Et en fait, c'est la seule réponse que j'ai trouvée. Je voulais savoir ce que tu en pensais.
Ben, je pense que c'est une bonne réponse. Moi, je trouve qu'on a, ben, vous en êtes tous conscients, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein. Donc, vous êtes tous conscients qu'on a une chance incroyable d'être un si petit groupe là et d'être accompagné par Guéchela eh bien, qui nous montre du doigt vraiment tout ce qu'il faut quoi, pour qu'on puisse avancer sur cette voie et à notre rythme et en fonction de nos capacités et en montrant bien si on est réceptif, hein, bien sûr. Il a une manière très spéciale à lui et de nous montrer exactement là où on en est et ce sur quoi on doit travailler, hein. Donc, je trouve qu'on vraiment on a une chance mais incroyable parce qu'on est vraiment, c'est comme si on était suivi par Geshe-la pendant ce PEBA et il nous fait vraiment travailler en profondeur, hein. Pas, il ne cherche pas à faire vite dans le texte. Je ne sais pas s'il m'écoute là, mais bon. Ne m'écoutez pas, Guéchet-là, éternel. S'il veut faire vite dans le texte, il ne cherche pas à faire ça, hein, qu'on ait étudié le texte et alors, bon, on a étudié Chantilly-Débat et alors, bon, ça n'a rien changé. Donc, mais en faisant une motivation d'une heure à chaque coup, où justement, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nous apprend aussi à nettoyer nous-mêmes pour pouvoir voilà, mettre le reste qui viendra progressivement. Mais justement, il a cette patience de nous faire avancer pas à pas, justement, en fonction de nos capacités ou de nous-mêmes, de nos incapacités, puisque chaque fois, il vient nous rechercher, nous rechercher, nous rechercher sans arrêt pour voilà, qu'on arrive petit à petit à comprendre que des voiles, soit un peu désopacifié un peu, qu'on y voit un petit peu plus clair. Et je trouve, voilà, il y a des maîtres qui ont des centaines, des milliers de disciples, mais qui font pas un travail aussi, peut-être aussi profond que ce qu'on est en train de faire avec le PEBA. Bon, c'est ma vision, hein. Je ne sais pas si vous la partagez, mais je pense que oui. Et voilà, donc merci Sven de mettre l'accent là-dessus, puisque voilà, on a cette chance de pouvoir voilà, d'être J'avais une accompagné et deuxième d'être question. accompagné. Ouais. Bien Une accompagné. deuxième question Ouais. par rapport au chérissement de soi. Hmm. Euh, J'avais gardé en tête que lorsque l'on réalisait la bodhicitta, euh, les méfaits du chérissement de soi étaient immédiatement transformés. C'est-à-dire que Ouais. les impulsions du chérissement de soi sont instantanément converties quand on a fait une réalisation de la bodhicitta. Et du coup, j'étais surpris qu'on n'en parle que pour les Bouddhas, alors qu'il me semblait que les bodhisattvas, justement, réalisés, Bah, même s'ils n'ont pas atteint la vacuité, ils ont normalement le contrôle du oui. chérissement de soi. Bah, attends. Les bodhisattvas, ils ont encore des traces d'auto-chérissement, oui, subtil, bien sûr, hein. Même s'ils n'ont pas réalisé la vacuité, bah oui, oui, bien sûr. Et ils éliminent toutes ces traces, toutes ces tendances tout au long de la voie. La réalisation de la bodhicitta pour un bodhisattva, c'est ce qu'il fait entrer sur la voie d'accumulation, hein. On entre, quand on est dans le Mahayana, on entre sur la voie. Un bodhisattva, il est sur la voie d'accumulation à partir du moment où il a une réalisation non artificielle de la bodhicitta. Et là, je ne sais pas, là, je ne peux pas vous dire si ça suffit pour éliminer toutes les l'auto-chérissement. Je pense pas, mais je sais pas, hein. Ça va dépendre des bodhisattvas, peut-être. Je sais pas comment ils travaillent, mais en tout cas, il est vrai que bon, la bodhicitta aussi élimine hein, bien sûr, ça purifie aussi, hein. On dit que c'est la meilleure purification qu'on puisse faire hein, avec euh, la réalisation de la vacuité, hein. C'est pour ça qu'on médite toujours sur ces deux symboles, hein, ces deux bodhicitta dans le cœur, la réalisation de la vacuité et la bodhicitta. Avec ça, ben, on élimine tous les voiles, hein, les voiles émotionnels et les voiles cognitifs. Donc c'est pour ça qu'on insiste, Geshe insiste encore beaucoup là, justement sur que ces deux aspects doivent être vraiment le cœur de notre pratique, ces deux bodhicitta. Ouais. Merci, Christian. Voilà, ouais, ouais. Bon. Christian, en Oui, question. oui. Donc, on peut dire que l'auto-chérissement, c'est la bodhicitta, c'est la partie
émotionnelle qui cause toute la souffrance, pendant que l'ignorance conceptuelle de la vacuité Mm, et la sagesse, mm, ce sont les deux choses que nous avons mm. qui sont primordiales. Ouais, La partie émotionnelle, que c'est la bodhicitta, l'auto-chérissement, et de l'autre partie, la conceptuelle de la vacuité, ouais. Tu peux le voir comme ça, ouais, je pense, oui. Ouais, 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 bien sûr. La bodhicitta chapitre 8 relative et la et 9 bodhicitta ultime. de Santideva. Avec la OK. bodhicitta relative, eh ben justement, tu vas éliminer Oui, l'auto-chérissement. Et avec la bodhicitta absolue, ben, tu vas éliminer la saisie du soi. OK. Merci. En méditant sur sur l'interdépendance et tout ça. Et Oui, tout ça, bien ça sûr. se, au bout d'un moment, il y a une union des deux, hein. Il n'y a pas, c'est plus séparé, hein. C'est séparé sur la voie, hein. Et encore que, même sur la voie, on peut les unir, hein, par les différentes pratiques, etc. C'est à ça qu'elles nous servent, ces pratiques, à unir les deux bodhicittas. Hein, il y a une corrélation entre la voie et le fruit, hein, c'est-à-dire la voie qu'on pratique. La voie qu'on pratique, elle est, comment dire, elle est en correspondance avec le fruit. Sinon, on ne pourrait pas atteindre le fruit, hein. Il faut bien qu'il y ait que ce qu'on pratique soit à l'image du fruit qu'on va atteindre. Voilà. C'est pour ça qu'en éliminant les deux voiles, eh bien, on atteint les deux corps de Bouddha. Ok. D'accord, hein. Avec la bodhicitta relative, eh ben, vous allez réaliser le corps formel d'un Bouddha, le Nirmanakaya et le Sambhogakaya. Et avec la bodhicitta ultime, ben, vous réalisez le Dharmakaya. Donc les deux sont des causes, en fait. C'est la voie, en fait, hein. La voie est à l'image du fruit. Et inversement. OK. Encore, oui, sur Zoom? Sur Zoom, oui. Oui, Question? voilà. Oui, Si on veut approfondir le sujet, oui, j'ai devant moi le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Il y a oui. des chapitres, l'égocentrisme, sur Voilà. l'individualisme, le narcissisme. Enfin, voilà, il y a de quoi étudier. D'accord. Plaidoyer pour L'altruisme. l'altruisme. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, OK, très bien. Juste avant de terminer, bon, on a encore un petit peu de temps. Ah oui, c'est déjà moins 20. Bon. Je voulais juste parler de la rancune. À un moment, il y a une strophe où il parle de la rancune. Vous l'avez, cette strophe? Il ramène il amène l'idée de rancune. C'est la strophe, la rancune envers le moi, hein, avec le. Je sais plus, je sais pas mon texte. Je dois l'avoir. Oui, c'est où ça? C'est dans quelle strophe? Vous l'avez? Je vais la dire. Rancune. Voilà, la rancune, c'est la strophe 172. Tu m'as déjà tant de fois livré à eux et j'ai si longtemps souffert, hein, que te gardant rancune, je vais en finir avec tes pensées égoïstes. Donc, cette rancune, hein, à l'égard que Sheila a dit, donc cette rancune, il faut utiliser cette rancune justement à l'égard de l'auto-chérissement, hein. Il faut avoir un sentiment de rancune, c'est-à-dire on lui en veut finalement, l'auto-chérissement. Parce que c'est à cause de lui qu'on a tous ces problèmes, les a eus dans le passé, qu'on a eu des renaissances infernales, etc., dans des mondes inférieurs et tout, et que maintenant, on lui en veut énormément, comme si on en voulait à quelqu'un. Vous savez. La rancune, c'est en vouloir à quelqu'un, hein. C'est-à-dire quelqu'un vous a fait du mal, et voilà, chaque fois que vous pensez à cette personne, on va dire une personne, hein, eh bien, automatiquement, vous voulez lui faire du mal, vous voulez l'éliminer, vous êtes, voilà. Et ça peut être très puissant, hein, justement. On peut garder rancune à une personne pendant très très longtemps, et chaque fois qu'on pense à ça, eh bien, ça revient en nous. Et c'est un peu la même attitude que nous demande d'avoir Shantideva par rapport à l'auto-chérissement, de garder une rancune, hein, tant qu'on n'a pas éliminé, et de se rappeler vraiment chaque fois
qu'on est pris dans une attitude d'auto-chérissement, que cette rancune, elle revienne. Comme quand on a de la rancune avec quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça vous plaît? Hein? C'est pas mal, hein, je trouve. Parce que pour quelqu'un, ça vient facilement. Si on arrivait à avoir ça aussi facilement, chaque fois qu'on a des pensées qui nous ramènent vers le moi, hein, et que ces pensées qui nous ramènent vers le moi, elles déclenchent automatiquement cette rancune, ça serait fort. Hein. J'aimerais bien. Hein. Reconnaître donc, en reconnaissant donc cette tendance que l'on a en nous et vers quoi nous entraîne cet autochérissement. Et ça permet vraiment je pense, c'est une très très bonne stratégie. Ben voilà, le problème c'est ça. Enfin, c'est que la rancune, c'est un facteur mental négatif. Hein. Voilà. Donc on me dit, faut pas de rancune, voilà, c'est pas ça. Et là justement, Shantideva nous amène à utiliser des émotions négatives pour pour les diriger contre l'autochérisme. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très subtil, quoi. Hein, d'utiliser vraiment ce qui... la rancune, on dit que c'est négatif, on dit que ça fait mal, quoi. On dit qu'il ne faut pas garder des rancunes avec quelqu'un. La psychologie, c'est pas bien, ça vous alourdit. Et justement, cette rancune-là, il faut en la replaçant hein, c'est contre ce qui nous fait souffrir. Hein. Ce qui nous a fait souffrir dans le passé. Quand on a de la rancune avec quelqu'un, c'est que quelqu'un nous a fait souffrir. Et c'est ça qui nous a fait le plus souffrir, en fait. C'est pas les autres, en fait. C'est cette tendance au moi. Voilà. Et Geshe-la dit qu'il faut être très modeste par rapport à ça et très réaliste dans notre pratique par rapport à cette même strophe et s'entraîner avec des petites choses. Beaucoup insisté sur les pensées vraiment souvent aux répercussions que ça a de considérer aussi bien donc les méfaits du chérissement de soi et que les bienfaits du chérissement d'autrui. Hein. Vraiment, je crois que c'est des choses qu'il nous faut apprendre comment dire, à valoriser et à amplifier en nous, hein, justement, de voir de voir les répercussions, de voir les conséquences. Et ça, on ne le fait pas parce qu'on a l'impression que l'autochessement va nous amener du bonheur. Et donc, alors que c'est l'inverse. Hein. Et le chérissement d'autrui, on a l'impression que ça va nous amener des souffrances, que ça va être compliqué, que ça va être... alors que c'est le contraire. Donc c'est encore là aussi inversé. Parce qu'en fait, nous pensons complètement à l'envers de la réalité. Quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce texte de Shantideva et que il nous amène à voir que toutes nos pensées, elles sont contraires à la réalité des choses. Et ça va être encore plus, quand on va avec la vacuité, bien sûr, hein, ça va être plus accentué encore. Hein. Mais même déjà au niveau des émotions, dès qu'on introduit ce moi, cette idée du jeu, eh bien, on est dans la souffrance, quoi. Voilà. Là, il dit, si tu veux connaître la joie, ne cherche pas ta joie personnelle. Et si tu veux te protéger, protège toujours les autres. Donc c'est ce qu'encourage à faire le Dalai Lama constamment. Hein, aussi. Bien, des choses à dire encore là-dessus? Non? Donc c'est un travail vraiment, bah, c'est pas à faire qu'en méditation, hein, bien sûr, ça c'est à faire tout le temps, quoi, en fait. C'est vraiment le travail du Bodhisattva. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à l'enseignement de ce matin? Parce qu'hier, il y avait eu des questions qui ont été finalement très, très intéressantes, qui ont permis à Geshe-la de corriger un point subtil, j'ai trouvé, par rapport aussi perfection. Donc, merci à la personne qui a posé cette question. Euh, Ça a fait évoluer un petit peu les choses. Vous avez compris hein, par rapport aux imperfections. C'était en fait une erreur. Ce ne sont pas des perfections, mais ce sont des pratiques. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ce qui a été dit ce matin que vous n'avez pas compris ou qui vous amènent à voir certains paradoxes, des contradictions apparentes, apparemment,
qui pourraient s'élever, qui se sont élevés dans votre esprit. C'est ça qu'il faut voir, en fait. Quand on écoute un enseignement, je trouve que c'est bien. Parce que notre esprit n'est pas le dharma, en fait, pas encore, ça va peut-être le devenir. Il le devient petit à petit, à force d'écouter les enseignements. Il n'est pas encore le dharma. Donc, des moments, on entend un truc de l'enseignement, et à cause de nos tendances, à cause de nos habitudes, donc ça, il s'élève quelque chose. Ah, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il dit ça? Hein. Ça, c'est bien de le noter, parce que ça permet de voir vraiment où on en est et quels sont, qu'est-ce que c'est qui accroche, quoi, en fait. Et ça vaut peut-être le coup parfois de poser la question à Geshe-la ou à d'autres, hein, d'en discuter entre vous, et comment les autres l'ont compris. Voilà. Pour justement, l'idée du débat, c'est d'être en groupe, là, qu'on est ici, et de travailler ensemble pour pouvoir résoudre ces petites questions qui s'élèvent par rapport à nos compréhensions, nos mauvaises compréhensions. Donc, par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des choses potentiellement? Bien, tout était limpide. Vous n'avez pas eu de... Moi, j'en ai, hein, parfois. Hein. Mais bah, je l'ai dit en général. Là, j'essaie de me retenir parce que je veux vous laisser plus de choses. Ouais. Ouais. Mm. Vas-y. Prends le micro, merci. Sur le corps douillet. Le cordouillet. Ah oui, le cordouillet. Ah, c'est intéressant, ça. Le cordouillet. Vas-y, je t'en prie. Mais il y a aussi, Plus on soigne ce corps, plus il devient douillet. c'est ça. Mm. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire la dimension qu'on peut retrouver chez les ascètes, où justement on va se blinder, mettre tout un système de défense pour ne rien ressentir. Et on sait très bien que la porte d'entrée, c'est justement ressentir pour pouvoir évoluer dans notre construction, euh, cette stabilité intérieure. Si on ressent rien, Ouais. on peut pas faire un chemin vers soi. Ouais. Bon, après, les ascètes, ils font ça aussi dans une perspective de surmonter la souffrance, hein, de vaincre. Souvent, bah, comme le Bouddha a fait, hein, en fait, c'était sa quête, c'était justement de comprendre quelle était l'origine de la souffrance et de la vaincre. Mais lui, il a fait ça plutôt par un chemin intellectuel, on va dire. Alors que les ascètes, c'est avec le corps. Ils vont se mettre dans des postures difficiles sur une jambe pendant des années pour pouvoir dépasser la souffrance, hein, au niveau physique. Hein, de ne plus être douillet, c'est-à-dire dépasser cette souffrance. Ouais. Je pense que c'est un autre domaine. Hein. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Ici, ça veut dire de ne pas développer trop d'attachement au corps. Hein, voilà, c'est par rapport à l'attachement au corps, je pense, ici. Hein. Parce que plus nous serons attachés au corps, en fait, eh ben, plus il y aura de désagréments, je crois, il a dit quelque chose comme ça. Et dès qu'on aura une petite difficulté, voilà, ça va nous ébranler très très vite. Non? C'est comme ça que j'ai compris, moi. Hein? C'est une force mentale. Quoi? Est-ce que c'est développer une force mentale d'être Oui. justement dans l'ascétisme? D'être dans le? L'ascétisme. Bah, le bouddhisme n'est pas tellement pour l'ascétisme, hein, justement. Ouais. Pourquoi? Parce que ça conduit pas à la libération. Ben non, Ça conduit à quoi? Peut-être. Ça sort pas du samsara, moi, en tout cas. oui. Pour sortir du samsara, il faut. Et bah, comment faut faire? Il faut justement voir l'origine de la souffrance. Hein. Voir la souffrance, mais voir surtout l'origine de la souffrance. Et suivre la voie qui permet d'éliminer de vaincre, voilà, de dépasser l'origine de la souffrance. C'est aussi voir sa vulnérabilité aussi. Donc, Voir sa vulnérabilité, ben, de toute façon, oui. Et l'accepter dans une certaine mesure, hein, c'est sûr. Mais ça ne veut pas forcément dire devenir douillet. Hein, je sais pas hein, sa vulnérabilité. C'est justement une force, je pense, c'est une force. de voir sa vulnérabilité. Souvent, on la cache, on la masque parce qu'on veut paraître fort quand même. C'est un peu ça la tendance que l'on a tous à vouloir cacher cette vulnérabilité parce que on veut être fort, quoi. On veut être des gens. C'est Voilà. l'autochérissement. Exactement. Ça, c'est de l'autochérisme. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ouais. Mm. Il faut réduire l'autochérissement mentalement.
Ok. Oula, il reste 10 minutes. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Allez, une petite méditation, 10 minutes, juste pour essayer de passer à un autre niveau, qu'on a bien réfléchi, on a écouté, on essaie de faire les trois choses, écouter, réfléchir, et de voir de les côtés, toutes les facettes, c'est ça qu'il faut faire. Et là, on le fait entre nous, c'est bien. Et maintenant, donc, c'est essayer d'en avoir une certitude, hein. La méditation, c'est ça. C'est d'acquérir une certitude par rapport à ce sur quoi on a réfléchi. Ben justement, moi, je vais vous laisser un peu seul, 10 minutes. Donc, vous commencez par une méditation sur le souffle, vous essayez de calmer l'esprit, et quand l'esprit est calme, vous amenez à ce moment-là, à vous regardez les travers du chérissement de soi par rapport à vous-même, hein, c'est-à-dire quels sont les problèmes que vous rencontrez, comment ils sont liés au chérissement de soi, et au contraire, aussi prenez un peu de temps aussi pour regarder comment le chérissement d'autrui amène beaucoup de joie, de confiance, de stabilité, etc. Regardez les répercussions, les conséquences en fait de ces deux facteurs mentaux, l'altruisme et l'égoïsme, l'égocentrisme. Donc on fait ça à chacun, hein, comme on veut, je vous guide pas, hein. C'est vraiment de bien partir de votre cas personnel en analysant. Vous pouvez aussi penser aux pensées d'auto-chérissement que vous avez eues dans la journée, aujourd'hui ou hier, et aux pensées de chérissement d'autrui que vous avez ressenties aujourd'hui, dans la journée, dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées.
Donc, il faut que cette analyse de l'auto-chérissement et du chérissement d'autrui vous amène à un ressenti, à une certitude. Donc le ressenti que vraiment l'auto-chérissement, c'est du poison et que l'altruisme, le chérissement d'autrui, c'est une sorte de nectar. Et quand vous avez ce ressenti, vous essayez de rester concentré sur ce ressenti le plus longtemps possible, sans analyser. Donc maintenant, au terme de cette méditation, vous essayez de ressentir un état de paix intérieure. Visualisez que des rayons de lumière émanent de votre cœur, des rayons de lumière dorés, chaleureux, et se propagent dans toutes les directions. Cette lumière, donc, représente la transformation de, du chérissement de soi en auto-chérissement, de l'auto-chérissement en chérissement d'autrui, de la souffrance, ouais, on sait pas où on en est, la souffrance en amour, en bienveillance, en guérison aussi. Ces lumières, pensez que ces rayons de lumière qui émanent en fait d'un cœur qui est guéri et qui amène de la guérison dans toutes les directions, comme comme le Bouddha de la médecine. Et quand on ouvre les yeux, quand on reprend conscience de l'environnement dans lequel on est, on a la détermination que l'on va continuer notre journée avec l'intention de pratiquer l'altruisme et d'essayer de contrecarrer le plus possible nos tendances égoïstes.
Et que ça, on va le faire sans chercher à l'approbation ou la reconnaissance au niveau extérieur, mais en sentant profondément que c'est la voie, la voie qu'on va suivre, en toute humilité. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve ce soir pour purifier l'autocharissement et les conséquences négatives de l'autocharissement.